Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin, avec aujourd'hui le débrief à chaud de cette nouvelle défaite du FC Metz face à Brest. Alors à chaud car exceptionnellement, nous enregistrons ce podcast à peine 30 minutes après le coup de sifflet final. Et pour débattre aujourd'hui, j'accueille tout d'abord l'ancien membre et fondateur de Let's Go Metz, Kevin Bignossi. Bonjour mon cher Kevin, comment vas-tu ? Salut Gérald, salut à tous, ça va très bien. Après, maintenant on s'habitue aux défaites du week-end, donc en soi, je dirais ça, un supporter lyonnais, bon, il est un peu déprimé, tu vois, il n'a pas l'habitude, lui, tu vois, il est obligé de se frotter un petit peu la nuque après un match. Nous, c'est normal en fait, donc ça va bien, dimanche classique comme un autre, quoi. Puis en plus, j'ai remarqué que c'est quand même la troisième fois que tu m'invites et que la troisième défaite. Moi, j'allais te le dire, j'arriverai jamais à t'inviter pour une victoire, c'est quand même un truc. Chat noir. C'est ce qu'on va faire, c'est que je vais réserver une place et dès qu'il y a une victoire, tu m'appelles et je viens pour ce débrief. On fait comme ça alors. Voilà, ça fait 3 fois de suite. Ou alors on fait un truc, c'est que j'arrête de t'inviter, comme ça peut-être qu'on. On va faire comme ça aussi. À nos côtés également, alors il nous dit qu'il fait ses études, mais je le soupçonne d'être en vacances prolongées. Là où la météo est plus clémente, j'accueille Valentin Lachaud en direct de Montpellier. Comment ça va Valentin ? Salut Gérald, bonsoir à tous. Ça va très bien. Effectivement, j'ai un peu l'impression d'être en Erasmus. Ce midi, j'ai mangé sur mon balcon. Il fait 18 degrés. Ouais. Je suis en Espagne en fait. Je vous montrerai pas la photo qu'il m'a envoyée aujourd'hui. Il m'a dit ouais, tu peux me poser la question sur la météo aujourd'hui. Le mec mangeait dehors quoi. C'est scandaleux. C'est une autre vie. Et enfin, le nouvel homme fort de Let's Go Metz, il est déjà sur tous les fronts. Ça lui apprendra à être bon dans tout ce qu'il fait. Enzo Peretta est dans la place. Comment vas-tu, Enzo ? Salut les amis, c'est Gérard, salut à tous. Ça va très bien, super. Quand tu étais au stade, tu vas pouvoir nous raconter un peu l'ambiance pendant cette purge. Grosse purge, ouais. J'ai hâte d'entendre ça. Alors messieurs, nouvelle déconvenue pour le FC Metz, vous l'avez compris, une défaite 1-0 face à Brest sur un but de Le Loiron. C'est pas comme si on n'était pas prévenu. Pourtant il était sur le banc d'ailleurs, mais bon, bref. Un match sans saveur, sans éclat, sans spectacle, et j'ai presque envie de dire sans talent. Alors mes chers chroniqueurs, traditionnel tour de table, après cette bien triste défaite des Grenats, chacun à votre tour, j'aimerais entendre votre analyse globale en quelques phrases. On commence par toi mon cher Kevin. Bah écoute, moi j'ai trouvé que le FC Metz a fait du FC Metz, c'est-à-dire que la prestation d'aujourd'hui, c'est une pâle copie de certaines rencontres que l'on a déjà vues, malheureusement trop souvent cette saison. Je pense que on a manqué d'efficacité dans le dernier geste, beaucoup trop d'approximation. Solide défensivement, faut au moins remettre ça quand même et avouer que il y a au moins un point positif, c'est que de ce côté-là, on n'est pas trop fébrile, mais forcément, à un moment donné, à force de défendre, même t'as beau le faire correctement, la maison finit par lâcher. Et il faut un ballon en plus de très loin pour prendre le but que déjà sur le coup peut pas faire grand chose et c'est dommage, mais c'est éternellement en fait le problème et ça se répète et c'est un petit peu agaçant et frustrant comme l'a dit Laszlo Bologna à la fin du match. Valentin, ton analyse? Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Kevin. Moi j'ai trouvé que le FC Metz avait un visage presque un peu plus convaincant que d'habitude durant les 30 premières minutes où ça construisait un peu plus, ça se contentait pas d'être en bloc bas, de jouer sur des relances. Je me suis dit alors pourquoi pas le FC Metz qui passait par les défenseurs pour construire des actions, pour ensuite frapper, là, comme la frappe de Jalot, je crois, il me semble, celle qui s'écrase sur la transversale. C'est Danny Jean-Jacques. Oui, Danny Jean-Jacques. Et je me suis dit, alors pourquoi pas, on va peut-être faire du beau jeu à domicile. Que nenni. À la 30e, c'est reparti comme d'habitude. Le FC Metz est complètement retombé dans ses travers. Et derrière, Brest a fait son jeu et en seconde mi-temps, après le but de Brest, j'en parle même pas. C'était un FC Metz sans conviction, un pressing à retardement, en décalage par rapport au jeu brestois et à la fin, les Bretons faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Donc c'est dommage. Alors Enzo, Valentin parle de 30 minutes en première mi-temps. Moi, j'ai plutôt vu 15 minutes, 10-15 minutes. Je sais pas si on a vu le même match. Est-ce que toi, qui était au stade, tu as eu l'impression que le FC Metz en première mi-temps avait un petit peu fait du jeu? Moi avant match je me suis dit, comme Brest a joué quand même jeudi jusqu'au match en retard contre Strasbourg à domicile, je me suis dit ils allaient être un peu plus fatigués.
Mais donc, oui, au début du match, ça s'est ressenti. Ils avaient beaucoup de mal à rentrer dans le match, mais Metz n'en a pas profité. Metz les a vraiment regardé jouer. Même les deux équipes se sont regardées jouer. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. Et on s'est bien ennuyé, à part l'éclaircie de Daniel Jean-Jacques sur la barre transversale, je crois que c'était vers la 30e, je crois. Mhm. C'est ça. Ouais. À 25e, je crois. Mais oui, c'était 25e, c'était triste. Hein. Puis second mi-temps, ils sont. À part un peu l'éclaircie de quand Diallo est rentré en jeu, à peu près 10 grosses minutes, il n'y a vraiment rien eu à se mettre sous la dent dans ce match. Hein. Alors, messieurs, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, justement, un peu à la manière de Ismaël Traoré contre Lorient. Comment peut-on regarder jouer une équipe comme Brest, avec tout le respect que je leur dois, bien sûr, mais une équipe qui, je le rappelle, a joué il y a 3 jours, donc tu es à domicile, on n'a vu aucune prise de risque, aucune solution pour le porteur du ballon, pas de jeu, un bloc beaucoup trop bas, encore une fois, aucun pressing, ou très peu en fin de match, 32% de possession de balle à Saint-Symphorien contre Brest. Qu'est-ce qui est devenu le FC Metz, messieurs? 69% de réussite au niveau des passes, c'est absolument immonde. Donc le constat est là. Les progrès entrevus ces dernières semaines, apparemment, ils se sont évanouis. Kevin, qu'en penses-tu? Le fait qu'on soit l'équipe la plus mauvaise en termes de possession de balle, c'est pas une surprise parce que même avant le match contre Brest, c'était déjà le cas. Donc en soi, il n'y a pas eu de nouveauté de ce côté-là. Moi, la seule chose que l'on peut constater, c'est que malgré le fait que Brest ait joué cette semaine, on voit surtout de la différence entre une équipe qui a du métier et une qui n'en a pas, tout simplement. C'est criant en fait, même si tu as un match en plus dans la semaine, il y a une gestion des efforts qui est différente. Les joueurs ont su justement, je pense que les Brestois ont su comprendre que le FC Metz à domicile allait essayer de faire le jeu et eux ils ont contré intelligemment. En plus de ça, ils ont leur super sub, le Doiron qui dès qu'il peut rentrer, il a la possibilité de marquer, il marque. Le mec il est efficace, mais alors lui c'est incroyable. Quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit c'est bon, on tient le buteur de Brest et en l'occurrence c'est ce qui s'est passé. Donc ouais, en soi il y a pas eu de grandes nouveautés en tout cas sur ce match-là, mais voilà, ce qui est dommageable, c'est qu'on n'ait pas su profiter justement du match en semaine du Stade Brestois et au contraire le Stade Brestois, même si on a beau dire ce qu'on veut, c'était pas magnifique non plus, mais ils sont 5e. Si t'es 5e au mois de décembre, c'est rarement quand même par hasard. Et je pense qu'un petit peu à la manière d'un FC Lorient la saison dernière, c'est une équipe qui se base beaucoup sur des automatismes. C'est un effectif qui a pas beaucoup bougé depuis des années et qui avance ensemble et qui est géré parfaitement par Éric Roy, qui le crut, parce que moi je pensais qu'il connaissait plus le football ce mec-là. Mais au final, il s'avère qu'il est présent et qu'il arrive à emmener une équipe comme le Stade Brestois 5e, parce que le FCS n'est pas capable, avec pas des moyens beaucoup plus supérieurs aux nôtres en tout cas. On pensait la même chose de Laszlo Bologna. Hein. Apparemment, il connaît encore le football. C'est une des rares satisfactions. Valentin, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais, je suis d'accord avec Kevin, enfin à nuancer un petit peu parce que Brest, moi je trouvais leur jeu pas mal. J'avais regardé ce qu'ils avaient fait notamment contre Montpellier où ils avaient déroulé. Brest, je me suis dit bon quand même, ce serait bien de prendre 3 points à domicile contre eux quand même, mais parce qu'il y avait moyen, mais c'est pas non plus des peintres et c'était un coup d'arrêt je pense pour eux que de faire nul contre Strasbourg. C'était jeudi, il me semble qu'ils ont joué. Ouais, Et donc on pouvait espérer en fait suite à ce match en semaine glader une victoire. Preuve en est, il y avait Del Castillo, le Doiron, Martin et Satriano sur le banc. La gueule du banc par rapport aux nôtres, quoi. Donc, ouais, ils ont fait rentrer leurs remplaçants qui ont complètement su tourner le match à leur avantage. Et Metz n'a tout simplement pas été au niveau de Brest aujourd'hui. Je me souviens, Brest, ils étaient montés en même temps que nous en Ligue 1 il y a quelques années quand on venait tous les deux de Ligue 2. Et, 19, ouais. Force est de constater que et Antonetti, c'est ça. de Metz à l'époque. Et eux sont beaucoup plus structurés que nous aujourd'hui. Et comme disait Kevin, on voit des joueurs maintenant qui commencent à avoir l'expérience de la Ligue 1, recrutement qui a l'expérience de la Ligue 1 pour Brest. Enfin, franchement, aujourd'hui, on a vu la différence entre deux équipes, quoi. Et Enzo, justement, quand on n'a pas, entre guillemets, le niveau requis, niveau technique, on doit compenser par du physique. Encore une fois, je le redis, surtout contre une équipe qui a joué 3 jours avant. Pourquoi le FC Metz n'est pas capable de mettre une pression constante sur son adversaire, d'être sur les seconds ballons? Depuis le stade, est-ce que tu avais la sensation de voir un FC Metz qui se battait, qui mouillait le maillot? On n'est pas capable parce qu'on sent qu'on n'a pas les joueurs pour le faire.
on le voit bien. Puis, comme l'a dit Valentin, contrairement à Brest, on n'a pas de banc, quoi. Quand Eric Roy fait rentrer Castillo, Le Doiron, et nous on fait rentrer Tété et Asoro, bah, ouais, pas besoin d'aller plus loin, quoi. Hein. On n'a pas la même profondeur de banc, on n'a même pas la même expérience que Brest, qui maintenant est en Ligue 1 depuis 2019, qui eux n'ont pas fait de l'ascenseur comme nous, encore une fois. Voilà, tout se joue là-dessus, hein, et eux ils ne changent pas leur effectif tous les saisons à 50%, quoi. Alors justement, Voilà, moi, c'est ce match se joue là-dessus. ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Parce que moi, justement, moi, je trouvais que globalement, je me demandais comment deux équipes qui étaient respectivement 7e et 11e de Ligue 1 pouvaient offrir un tel spectacle. Parce que, bon, Brest, ok, c'est costaud depuis le début de saison, mais là, on a encore vu un match sans jeu et 3 tirs cadrés de chaque côté. 30 fautes, en tout 14 Messines et 16 Brestoises. Finalement, est-ce que la véritable place de Brest et surtout de Metz, ce serait pas en Ligue 2? Parce que je veux dire, alors ok, on fait l'ascenseur tous les ans, on est capable de remonter, mais finalement, on se rend compte que les Grenats n'ont jamais le niveau de Ligue 1, si ce n'est sur quelques brèves séquences, 10 minutes par-ci par-là, comme aujourd'hui. Mais sinon, à chaque fois qu'on est en Ligue 1, c'est le même constat. Kevin. Ouais, après je te trouve un peu sévère sur le fait de Brest en Ligue 2, ils sont 5e. Je pense que pour le coup, si on était 5e et qu'on entendrait les supporters adverses dire qu'on mériterait d'être en Ligue 2, on va dire bah, fais notre saison garçon, et puis ce sera déjà bien. Alors c'est plus globalement, alors pas forcément Brest, alors sur le niveau de la Ligue 1. Parce ouais, que, je suis là. encore une fois, que l'équipe qui se retrouve 5e propose ce genre de match, moi je trouve ça un peu... Enfin, que nous on soit mauvais, Ouais. parce que nous, notre place de 12e, je trouve qu'elle est... Elle est très très généreuse. Maintenant, je pense que c'est la même chose pour Brest. Hein. Et c'est peut-être le niveau global de la Ligue 1 qui en soi n'est pas non plus extraordinaire non plus. C'est-à-dire que d'un match à l'autre, tu peux très bien gagner contre le 5e et puis perdre contre le 18e. Je pense que aussi on va dire qu'il y a trois équipes avec Monaco, Paris ouais, peut-être, mais encore, tu me diras, même Lille, où on a joué la semaine dernière, il n'y a pas eu une grosse différence, j'ai trouvé non plus. Donc, Nice joue bien aussi. Nice, effectivement, mais c'est pareil, c'est un jeu aussi relativement défensif, qui est critiqué aussi un petit peu pour son manque d'ambition parfois. Donc, c'est pas non plus, on va dire, une équipe extraordinaire en soi. Donc, non, moi je pense que le niveau global, il est relativement homogène, et c'est ce qui donne cette impression aussi que il y a des équipes de la 5e jusqu'à la 17e place peut être en fait d'un niveau semblable, et que sur chaque match, il n'y a pas non plus à chaque fois des grosses différences de niveau. Valentin, tu peux confirmer, toi qui es à Montpellier, qui a vu quelques matchs intéressants apparemment ces derniers temps. Qu'est-ce que tu en penses sur ce niveau global de la Ligue 1 et du match d'aujourd'hui? Ouais, bah après, je trouve que ça a tempéré aujourd'hui parce qu'on est dans une Ligue 1 à 18. On l'a vu, le FC Metz, ils ont gagné 2 matchs. Ils se sont trouvés au niveau de la 10e place. Donc ça peut monter très très vite. Mais c'est clair que là, à Montpellier, j'ai vu 3 matchs. C'était Montpellier-Rennes 0-0, Montpellier-Nice 0-0. Et là, vendredi, Montpellier-Lens, encore un 0-0. Bon, Lens avait la tête un peu à la Ligue des Champions, je pense. Mais quand même, j'espérais aller au stade en voyant Nice et Lens et me dire, je vais voir des buts. Que nenni, je n'ai rien vu. Et je parle pas du côté de Montpellier qui a proposé un jeu, c'était n'importe quoi. Donc le niveau de la Ligue 1, quand je voyais le leader Nice qui avait du mal en attaque à faire des frappes, bon alors ils sont efficaces, du coup ça leur a permis d'être assez haut dans le classement, mais bon, je pense qu'on a du souci à se faire. Et puis voilà, Brest, ils ont su glaner des points quand il fallait. Et direct, tout de suite, dans une Ligue 1 où tu as moins d'équipes, bah, ça va remonter tout de suite. Là, on le voit, Lyon, ils sont en train de gagner. S'ils gagnent, ils vont remonter à 1 point de Clermont parce que avec moins d'équipes, les écarts sont beaucoup plus serrés. Nous, là, on n'est plus que à 16 points. Les équipes derrière, elles nous rattrapent, elles sont à 12-13. Ça peut aller très, très, très vite. Et niveau de jeu de la Ligue 1, il y a quelques grosses équipes. Et puis derrière, bah, ça bataille et tout peut se jouer. Quand on voit que Lille a fait 0-0 à Clermont aujourd'hui, en fait, la plupart des équipes ont 2 vitesses tout le temps. Et ce qui fait que le classement bouge en permanence. Même nous, on avait 2 vitesses et c'est comme ça tout le temps. Donc, à mon avis, c'est ça qui nous donne aussi un classement qui bouge en permanence. C'est cool parce que du coup, ça met un peu de suspense, mais il faut pas regarder les matchs, quoi. C'est-à-dire qu'en 2 matchs, tu peux te retrouver européen comme tu peux te retrouver dans le wagon du fond. Enzo, ton avis sur ce niveau global de la Ligue 1? Bah, un peu comme Valentin et Kevin et toi, hein, un niveau vraiment qui descend, je trouve, d'année en année. Quand on voit que Nice est 2e et on voit leur contenu de match, je trouve que c'est un peu effrayant quand même.
Lille aussi, on voit on a vu le match qu'ils ont fait contre Metz, qu'il faut quand même dire qu'il n'était pas exceptionnel. Pareil contre Clermont. Pour moi, il y a que Monaco et Paris qui se détachent un peu dans le jeu et dans le niveau un peu sur ces 18 équipes. Sinon, le reste, on voit que c'est faible. C'est très, très, très faible. On s'habitue à la médiocrité. Alors, Ouais. il y a quand même quelques rares satisfactions. J'en ai vu une aujourd'hui. Déjà, la dernière fois, j'aimerais qu'on parle de Papa Diallo, qui a fait, je trouve, une entrée intéressante et qui correspond donc d'ailleurs ces fameuses 10 minutes en deuxième période des hommes de la Slobonie qui ont été intéressantes. C'était suite à son entrée en jeu. Est-ce que Papa Diallo ne serait pas une solution, d'après vous, pour remplacer Cheikh Sabali en tant que titulaire? De mémoire, je crois qu'il était titulaire contre Nantes quand on a gagné 3-1. Est-ce que finalement, ce serait pas ça la solution? Kevin? Ça peut en être une. De toute façon, il va falloir à un moment donné songer à retirer les totems d'immunité à certains joueurs, parce que bon, déjà il y en a certains qui vont partir à la CAN, donc par définition, il faudra les remplacer ces joueurs-là. Mais il est évident que ça amène de la fraîcheur. On a vu effectivement aussi que sur quelques actions, il amène vraiment de la vitesse, et c'est un petit peu effectivement le penchant à gauche de Van den Kerkhoff qui sur le côté droit amène vraiment la percussion, ce que l'on a besoin pour pouvoir tenter d'avoir le maximum d'actions. Et donc j'ai trouvé que c'est un bon équivalent de ce côté-là. Et comme Diallo, peut-être comme d'autres solutions. Quand on va sur le banc, on a encore Endoram aussi qui n'a pas joué aussi depuis quelques matchs et qui pour le coup, je trouvais cette saison était vraiment très important, mais qui a du mal à revenir dans le 11 titulaire. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe un petit peu, parce que moi Daniel Jean-Jacques, franchement, j'en peux plus, un point, mais c'est un cri de détresse là, qu'il a fait. Ah ouais, non là, ça. Il est capable du meilleur comme du pire, Daniel Jean-Jacques. Mais dans une action, il peut récupérer des ballons improbables. Et alors qu'il y a juste la passe à faire devant lui, il t'envoie un parpaing aux 30 mètres, tu comprends pas des fois. C'est vrai que c'est affolant, quoi. Et le pire, c'est que s'il marque sur son but, on retient que ça de lui, parce que oui, mais bien sûr. Il n'y a pas eu grand-chose de plus, quoi. Donc voilà, mais effectivement, je pense que Diallo, au même titre que d'autres joueurs, mériterait effectivement de rentrer dans ce groupe dans la mesure où ça fait 2 matchs de suite que l'on gagne pas. C'est vrai. Valentin, un petit mot sur Papa Diallo pour toi. Ouais, moi je l'ai trouvé intéressant, mais je trouve ça dommage parce que Cheikh Sabali, pareil, il a eu 10 minutes où il était pas mauvais, il jouait presque en piston. Et après, il nous fait des festivals et tout en attaque où il part tout seul, à la fin il s'écroule à la limite de la surface de réparation. C'est toujours la même chose. Cheikh Sabali, il est intéressant, mais toujours un peu trop frêle physiquement et il se fait bouger. C'est compliqué. Et du coup, Papa Diallo, j'ai trouvé intéressant. Il avait presque, sur certaines phases de jeu, le rôle d'un. Il était presque en milieu relayeur, presque le jeu s'appuyait sur lui. C'était intéressant, il redistribuait après le ballon. Pour ce qui était des phases d'attaque, par exemple, quand il récupérait les centres un peu ratés ou pas repris de Kevin Van den Kerkhoff, après c'était un peu compliqué en 1 contre 1, je trouvais. Mais ça apporte un peu de peps et une insouciance dont le FCMS a peut-être besoin. Il faut arrêter de calculer les coups, de balancer toutes les balles vers l'attaque en espérant que le buteur, d'un coup de baguette magique, il marque un but. Il faut essayer de faire les choses bien et de manière intéressante. Et je trouve que Papa Diallo, il essaye de s'appliquer, ce qui est normal puisque il essaye de gagner sa place et de progresser. Et du coup, ça peut permettre de redistribuer un petit peu les cartes. Kevin, tu disais il faut enlever les totems d'immunité, c'est exactement ça. Il faut que Cheikh Sabali et tous ces joueurs-là devant se remettent en question et se disent tiens, voilà, il y a les petits jeunes derrière qui arrivent. Ce qu'ils proposent, c'est pas mal. Je devrais peut-être m'en inspirer pour essayer de garder ma place si je veux pas me la faire chipper. Donc à voir. Mais pour le moment, il confirme les bons espoirs qu'on a à chaque fois de lui. Et preuve en est, on en reparle à chaque fois aussi. Donc c'est qu'il y a du mieux. C'est vrai. Enzo, ton avis sur Papa Diallo? Ça a été la seule éclaircie de cet après-midi à Saint-Symphorien. Heureusement qu'il était là en second mi-temps. Il a un peu réveillé un peu tout le stade qui était bien endormi jusqu'à je crois qu'il est rentré à la 63e, je crois. Ouais, non, heureusement qu'il était là, parce que sinon, je crois, on s'endormait vraiment profondément. Non, ouais, il a fait une bonne entrée. Franchement, plein d'espoir, ce petit Papa Diallo. Après, ça se voit il a fait quelques erreurs, je dirais de jeunesse. Bon, voilà, qu'il est encore un peu
un peu tendre sur certaines actions, mais je pense plein d'espoir pour la suite. Un peu, je trouve, à la Ismail Assar, un peu en 2016-2017, un peu, on voyait ses premières entrées, on disait, ce mec-là, en plein d'espoir et tout. Mais après, on a vu à la fin de la saison que pour Monton est parti à Rennes. Mais ouais, il me fait un peu penser à un Ismail Assar. Bon, c'est une belle comparaison. Alors, en tout cas, dans une semaine, c'est la dernière chance pour le FCMS de glaner des points avant la trêve. Hein, voilà, c'est une victoire obligatoire, j'ai envie de dire, face à Montpellier, parce que, souvenez-vous, il y a 2 semaines, on espérait entre 4 et 6 points avant de jouer Lille. Finalement, on pourra peut-être en avoir 3 si les Grenats, finalement, décident de jouer la semaine prochaine. Parce que clairement, effectivement, comme vous le disiez, le déplacement à Paris, on peut déjà l'oublier. Kevin, ce match de la semaine prochaine contre Montpellier, il faut absolument le gagner. Il faut le gagner. Et tu le disais justement, on visait 4 à 6 points avant la fin de l'année. Je pense que sur ce match-là de Brest, si on repartait avec 1 point, c'était pas déconnant. On aurait même pu l'espérer même. Donc en soi, je pense que ce point-là, sur les 4 points espérés, on aurait pu le prendre contre Brest et espérer. Et donc du coup, maintenant, on sait qu'on sera minimum 3 points, maximum 3 points, tant pour moi, parce qu'effectivement, on sait comment ça se passe quand le FCMS se déplace à la capitale. Donc généralement, voilà, c'est compliqué. Il y a peu d'équipes qui se déplacent à la capitale de toute façon. Si, au Paris FC, on y arrivait bien, il n'y avait pas de problème. Mais là, c'est un peu plus compliqué. L'année prochaine, peut-être, on verra. Peut-être. Ils vont peut-être monter, donc je sais pas. Ah merde, c'est vrai, on va se croiser alors. J'ai rien dit. Valentin, toi, le match de la semaine prochaine, tu l'attends avec impatience, tu seras au stade, j'imagine. J'aimerais bien, mais il faudrait prendre l'avion ou je sais pas quoi. Mais je serai là au match retour, mais non, ça va être compliqué. J'aimerais bien, mais j'ai encore des partiels. Non, mais trêve de plaisanterie. Le match, il faut absolument le gagner. Je le dis depuis 3-4 semaines. Je sens ce match comme un match qui peut nous permettre de basculer dans le bon ou dans le mauvais wagon. Idem pour Montpellier. Montpellier, ils sont dans la mouise depuis qu'ils ont perdu ce match. Enfin, perdu non, ils l'ont rejoué. Ils ont fait un 1 contre Clermont, mais ce fameux jet de pétard. Eux, ça les a vraiment fait basculer dans une forme très très compliquée où ils n'arrivent plus à rien, ce qui est dommage parce qu'ils avaient fait un bon début de saison. Mais là, le match contre Lens, je n'ai pas vu de football de la part de Montpellier. C'était très compliqué. Et quand je vois qu'à la fin, dans les réactions qui ont été postées par le MHSC, Maxime Estève se félicite de l'esprit de l'équipe d'avoir réussi à arracher 1 point contre Lens en faisant 0-0, qui vont aller à Metz pour gagner le match, franchement, je m'interroge sur la capacité à gagner le match. Donc il y aura clairement la place pour le FCMS, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, d'accrocher 3 points contre Montpellier, parce que c'est une équipe qui a du mal à jouer et qui a pas mal d'absents aussi en ce moment. Donc faut pas interdit, je pense, pour ne pas basculer dans un mauvais wagon et avoir un hiver un petit peu compliqué, sachant que moi je crois qu'on va ramener 3 points du Parc des Princes, visionnaire. Alors moi comme ton 4-0 pire que mon 4-0 12 jours sans franchement sans déconner. Je me dis, il faut un peu rigoler dans la vie. Oui, parce que pour la petite histoire, ceux qui n'ont pas suivi, j'avais pronostiqué 4-0 aujourd'hui pour Metz. Je suis traité d'alcoolique toute la journée sur les réseaux sociaux. Donc je rassure mes parents s'ils regardent l'émission, je ne suis pas alcoolique. C'était bien entendu un espoir. Voilà. Enzo, la pression, elle est clairement du côté de Metz la semaine prochaine. Il faut gagner. Oui, Metz à domicile la semaine prochaine. Je pense, comme l'a dit Valentin, si on ne gagne pas ce match-là, je pense qu'on va rentrer dans une spirale négative qui après est toujours assez compliqué de s'en sortir. Surtout contre Montpellier, surtout qu'une équipe, je pense, encore plus prenable, on va dire, que Brest, qui encaisse plus de buts que Brest. Je pense que là, oui, si là, on ne fait pas un résultat minimum, un nul, là, je pense que là, ça va sentir très mauvais pour la suite. Messieurs, merci beaucoup. Ce talk touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans quelques jours en compagnie de Valentin pour un avant-match spécial. On recevra Romain Boyer, animateur radio sur Radio Campus Montpellier, avec son émission Sport & Child. On évoquera donc ce futur choc de Ligue 1. Pensez à liker et commenter la vidéo, à nous écouter sur Spotify. On se retrouve très vite sur letsgomes.com. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Salut à tous.